Thibault Lecomte, un duo, Thibault Lecomte et Thibault Collinard. Ils sont tous les deux enseignants-chercheurs à l'Institut de recherche du Puy de Dôme et spécialistes des écomatériaux et de l'éco-construction. Thibault Lecomte travaille sur deux thématiques principales. La première porte sur les dépendances entre les paramètres de mise en œuvre, les formulations de mélange et la rhéologie des matériaux granulaires à l'état frais. La seconde concerne les performances mécaniques et environnementales, notamment via des approches d'analyse du cycle de vie dynamique. Par ailleurs, Thibault Lecomte est membre du Haut Conseil breton pour le climat. Thibault Collinard s'intéresse quant à lui au comportement hygrothermique des matériaux et des enveloppes et à la performance énergétique des bâtiments, tant d'un point de vue numérique qu'expérimental. Ses activités de recherche portent sur les matériaux de construction biosourcés, ainsi que sur l'urbain et le changement climatique, en simulation thermique dynamique. Il nous présente aujourd'hui l'analyse environnementale et le comportement hygrothermique des matériaux à base de terre et de particules biosourcées. Vous avez la parole pour 25-30 minutes, merci. Bonjour à tous, c'est moi qui vais démarrer. Donc moi je suis Thibault Lecomte. Merci de nous donner la parole et puis de pouvoir parler un petit peu de ces matériaux, alors qui, contrairement à la présentation précédente, sont des matériaux très low-tech. Et on va voir aussi justement l'intérêt de travailler avec des matériaux low-tech. Et puis ce sont des matériaux pour le bâtiment, donc des matériaux qui doivent être a priori beaucoup moins coûteux que les matériaux précédemment présentés. On va présenter ça en deux parties. Donc moi, je suis plus sur la partie environnementale. Thibaut Collinard est plus sur la partie comportement thermique. On va dire que moi, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi on utilise ces matériaux-là. Et puis Thibaut, le comment on va caractériser la fonctionnalité de ces matériaux-là et comment on va essayer de bien le faire en fait. Et les problématiques qu'il va y avoir liées à ces matériaux qui sont à la fois variables et qui ont un comportement assez singulier vis-à-vis de l'humidité, notamment, que ce soit sous forme d'eau liquide ou sous forme de vapeur. Euh, tac, faire comme ça. Voilà, bon, je me suis déjà présenté. Donc en préambule, l'idée c'est de vous présenter un petit peu les matériaux biosourcés et géosourcés qu'on va utiliser dans le bâtiment. Euh, Dans un premier temps, quand on parle de matériaux biosourcés, en fait, c'est tous les matériaux qui vont être partiellement ou totalement issus de la biomasse. Mais c'est vrai que nous, notamment pour des considérations environnementales et de changement climatique, on va plutôt travailler sur des matériaux qui sont issus de plantes, donc des coproduits d'agriculture essentiellement pour ce qui est des matériaux de remplissage et d'isolation. Et puis des matériaux issus de la forêt, hein, donc du bois d'arbre, pour ce qui est de la structure, à ma connaissance, en termes d'éléments de structure. euh, c'est le seul type de matériau biosourcé que je connaisse qui puisse venir en compétition du béton, de l'acier ou de l'aluminium. Ce qui concerne les matériaux géosourcés, donc nous, quand on parle de matériaux géosourcés, on essaye de se cantonner à des matériaux qui sont non additivés par des liants minéraux, hein. Donc on parle de terre crue ou de pierre, de murs de pierre sèches, mais bon, ça c'est un petit peu à la marge. Nous, à l'IRDL, on travaille essentiellement sur des matériaux en terre crue qui vont être le pisé, la bauge. Éventuellement, là, on a un projet qui démarre sur le torchis, donc le torchis qui est un mélange de bois, de fibres et de terre, et qui est plutôt un mélange de remplissage. Mais il faut savoir aussi que on essaye de faire en sorte que le matériau terre puisse être structurel. Donc notamment actuellement, je participe à un gros projet financé par l'ADEME qui s'appelle Bauge Porteuse, dans lequel on essaye de travailler avec les bureaux d'études structure pour faire en sorte que ce matériau-là puisse être, sinon massifié, en tout cas un peu plus développé qu'il ne l'est actuellement. Pourquoi on travaille dans la partie biosourcée essentiellement sur les plantes et sur les arbres? Parce que en fait, ce sont
des matériaux qui, de manière certaine, captent du carbone, séquestrent du CO2 de l'atmosphère pendant leur croissance et donc vont avoir un comportement assez singulier vis-à-vis du changement climatique. Quand on va mettre ces matériaux-là pendant un certain temps dans un bâtiment, bah, ça va faire qu'on va séquestrer ce CO2 pendant le temps de vie, du bâtiment. Et donc, ça va avoir un intérêt. Et là, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment on essaye de caractériser cet intérêt et puis comparer un petit peu ce que dit la norme, enfin la norme, plutôt la réglementation environnementale, et puis essayer de se poser la question, est-ce que la réglementation environnementale va dans le bon sens, en tout cas d'un point de vue physique, ou pas? Euh, pour continuer sur les types de matériaux qui contiennent du biosourcé ou du géosourcé, je vous parlais en préambule de matériaux low-tech, et c'est vrai que nous, on a vraiment cette ligne-là d'essayer de travailler avec des matériaux qui soient les moins transformés possibles et les moins additivés possibles. Mais il faut savoir que vous allez avoir un certain nombre de, bah, de possibilités en fait en termes d'énergie grise et d'énergie de fabrication de ces matériaux-là, en partant des matériaux les moins transformés aux matériaux les plus transformés et quelle que soit leur fonction. C'est-à-dire que quand vous regardez des revêtements, par exemple, vous voyez qu'un bardage peut être en bois qui est naturellement durable, donc sur lequel on va pas mettre d'additifs. Et puis vous avez des revêtements de sol qui sont du linoléum, qui vont être des molécules finalement biosourcées, qui vont être très transformées et qui vont demander quand même une assez grande énergie grise, qui peut être de l'énergie fossile d'ailleurs, pour leur fabrication. Donc nous, là, on va essentiellement parler des matériaux qu'on caractérise nous et sur lesquels on essaye de travailler, qui sont les matériaux relativement peu transformés. Et puis on va essayer de regarder dans un premier temps ce qui se passe au niveau environnemental. À droite, là, vous avez les différentes fonctions qu'on peut amener à ces matériaux-là. Ici, vous avez par exemple une fonction structurelle qui est sur un bâtiment qui est un musée sur la presqu'île de la Confluence à Lyon, qui a été construit en pisé, sans stabilisant. Donc il y a simplement le bas des parois qui est en béton pour éviter les remontées capillaires, mais on a un bâtiment qui fait 2, 3 étages et qui est construit exclusivement en terre crue. Ici, vous allez avoir des matériaux qui sont plus des matériaux de remplissage, dont Thibaut va vous parler tout à l'heure, qui sont là, dans ce cas-là, c'est de la terre allégée, donc un mélange de chènevotte de chanvre et de terre, donc un mélange finalement de biosourcé et de géosourcé. Et puis on travaille aussi dans un projet actuellement avec la région Bretagne sur les enduits de finition à base de ces mélanges de matériaux aussi. Euh, Maintenant, pourquoi on utilise des matériaux biosourcés? Donc là, je vais plus switcher sur la partie très biosourcée et puis essayer de voir l'intérêt et puis vous donner un peu des ordres de grandeur sur ces matériaux-là. En fait, quand vous regardez ce qui se passe pendant la croissance des plantes, ben, vous le savez tous, il y a la photosynthèse. Et puis cette photosynthèse, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, finalement, elle va prendre du CO2 de l'atmosphère, elle va prendre de l'eau du sol ou de la pluie qui tombe, et puis elle va en faire de la cellulose qui elle-même va se transformer, va polymériser, va se transformer dans des polymères naturels, hein, que sont les lignines et puis ce qu'on appelle les holocelluloses, donc la cellulose et puis les hémicelluloses. Et en fait, dans ces matériaux-là, évidemment, il y a du carbone. Et le carbone qui est contenu dans ces polymères, c'est du carbone qui vient de l'atmosphère, donc qui séquestre du CO2, puisque l'arbre, pendant la photosynthèse, garde le C et puis rejette du dioxygène qui n'est pas un gaz à effet de serre. On peut regarder le contenu carbone des matériaux par des analyses biochimiques si on le souhaite. On peut aussi le faire simplement en connaissant le contenu biochimique de ces matériaux-là, le contenu biochimique probable, on va dire, et en déduire finalement quelle est la quantité de carbone qu'on va avoir dans nos matériaux, et en déduire finalement la masse de CO2 qui aura été séquestrée dans ces matériaux-là. Donc il faut savoir que suivant les plantes, hein, les matériaux comme
la chènevotte de chanvre ou la paille de blé contiennent 40-45% de carbone. Le bois résineux est plutôt à 50-55%. Ce qui fait que quand on fait le bilan, euh, dans 1 kilo de matériaux biosourcés, de matières biosourcées 100% biosourcées, vous allez avoir un ordre de grandeur de 1,5 kg de CO2 qui aura été séquestré, ce qui est loin d'être négligeable et c'est pour ça qu'on se permet d'essayer d'étudier ces questions-là. Parce que vous allez le voir, ça va correspondre à des masses séquestrées assez élevées et qui vont être finalement assez représentatives, enfin qui vont venir en compétition avec ce qui est émis pour la fabrication des matériaux, notamment des matériaux conventionnels. Euh, Si on regarde maintenant, si on entre un petit peu dans les analyses de cycle de vie, hein, une analyse de cycle de vie, ça commence par un inventaire de cycle de vie et un inventaire de cycle de vie normalement qui est complet, c'est-à-dire en allant du berceau jusqu'à la tombe. Là, on va regarder simplement si on s'arrête aux portes du chantier, à la livraison sur chantier, où on en est en termes de stockage de carbone. Et en fait, bah, si on prend en compte la partie liée à, à la récolte, mais surtout à la croissance de la plante pendant le temps avant de venir la prélever dans la nature ou dans un champ, euh, on va essayer de la transformer, cette plante, la moins possible, comme je le disais, en essayant de travailler sur des matériaux les plus low-tech possibles. Pourquoi on fait ça? Parce que si on a très peu d'énergie grise émise pour leur fabrication ou leur transport, on va pouvoir situer ces matériaux-là dans une tranche assez basse de ce qu'on appelle la pyramide des matériaux, c'est-à-dire dans une tranche où on va considérer qu'on est négatif en carbone en tout cas pour la phase jusqu'à la livraison sur chantier. Et on se rend compte que les matériaux qui vont être négatifs en carbone, bah, ce sont les matériaux les moins transformés possibles, donc du bois brut, une botte de paille, hein, finalement, le seul additif dans une botte de paille, c'est les deux ficelles en polymère, ou certains bétons de chanvre, mais plutôt les bétons de chanvre dans lesquels on va mettre de la terre que les bétons de chanvre dans lesquels on va mettre de la chaux ou du ciment. Et puis après, vous allez avoir des matériaux qui sont plutôt neutres. Pourquoi ils sont seulement neutres? Ben parce qu'en fait, on va mettre des polymères en additif dans ces matériaux-là. Et finalement, les polymères vont contrebalancer le stockage de carbone qu'on a pu avoir. Et ça va être encore pire pour des matériaux type bloc de couche comme les CLT, CLB, contreplaqués, dans lesquels il y a beaucoup de résine. Et finalement, le fait d'ajouter de la résine dans ces matériaux-là, ça va faire que on va être au même niveau que du béton qui pourtant est un matériau qui, pour la fabrication du ciment notamment, va émettre énormément de gaz à effet de serre fossiles. Bon, après, je parle pas d'autres matériaux, mais dont on ne pourra pas se passer dans le bâtiment, hein, comme certains polyéthylènes ou certaines vitres, certains vitrages, notamment si on veut faire de la conception bioclimatique, qui eux bah, sont très hauts en termes de carbone fossile pour leur fabrication, mais dont on ne pourra pas se passer. On pourra juste essayer d'en mettre le moins possible dans nos bâtiments. Euh, donc, on a vu que ce qui était intéressant dans l'usage des biosourcés, c'était qu'on avait un stockage de carbone et donc une séquestration de carbone en début de vie. Là, je vous mets deux frises temporelles où on compare finalement 1 m² de parpaing, un béton, avec 1 m² de bois, hein. Donc là, il faut bien avoir en tête que c'est du bois qui va être mis sous forme d'ossature bois. On n'a pas du bois plein, hein. Donc c'est bien un bois avec des ossatures tous les 60 centimètres. Et quand on fait le calcul pour ces deux éléments, ben on voit que à la livraison sur chantier, ou en tout cas dans la phase fabrication, il y en a un qui va émettre 20 kg de CO2 fossile équivalent par mètre carré de paroi, et l'autre qui va stocker 20 kg de CO2. Et en fait, la question qu'on se pose, nous, en recherche, c'est finalement comment tenir compte du stockage temporaire de ce carbone-là, qui potentiellement bah, va être relargué en fin de vie quand on va par exemple, brûler le bois
pour en faire de la récupération d'énergie ou autre chose. Donc si on regarde ces deux frises, on voit qu'on a un matériau qui ne fait finalement qu'émettre en début de vie. Il va potentiellement récupérer un petit peu de carbone pendant la vie en œuvre ou en fin de vie par carbonatation, parce qu'on le sait, le béton en contact avec l'air, va avoir tendance à carbonater, donc à récupérer le CO2 qui a été émis pendant la cuisson ici. Et puis, dans le cas du matériau biosourcé, en fait, il ne va pas se passer grand-chose d'un point de vue énergie fossile et combustible fossile pendant la vie en œuvre et pendant la fabrication. En revanche, potentiellement, on va réémettre la totalité de ce qu'on a capté en fin de vie. Mais il n'empêche que pendant la vie en œuvre, on n'a pas eu ce CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a contribué, a priori, à l'atténuation du réchauffement climatique. Donc, la question qu'on se pose, nous, en recherche, c'est comment bien évaluer cette contribution de stockage temporaire de carbone dans les matériaux. Et en fait, on va aller tout doucement vers ce qu'on appelle une analyse dynamique. Il faut savoir que dans 99,8% des cas ou 9% des cas dans le monde, quand on fait une analyse de cycle de vie et qu'on regarde les impacts changement climatique, on fait une analyse statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire la somme de toutes les flèches que je vous ai montrées tout à l'heure. Si on fait la somme pour du conventionnel, ça va pas avoir un gros impact de regarder l'impact dès le début de vie, parce que finalement, c'est déjà l'impact le plus contribuant, on va dire, au réchauffement climatique. En revanche, si on fait la somme pour un matériau biosourcé, on va avoir la flèche verte vers le bas qui est compensée par la flèche verte vers le haut. Donc finalement, ça revient à faire la somme des flèches rouges là. Et c'est un problème pour nous puisque ça ne tient pas compte de la physique réelle des choses. Donc pour arriver à la CV dynamique et pour arriver à la réglementation environnementale RE 2020 aussi, on a eu quelques tests en fait qui ont été faits, notamment dans ce qu'on a appelé l'évaluation ou le label E+C-, dans lequel on s'est dit qu'il fallait, dans l'évaluation des bâtiments neufs, évaluer non seulement leur performance thermique et énergétique, mais aussi leur performance en termes de gaz à effet de serre, émis à la fois à l'échelle des matériaux et à la fois à l'échelle des systèmes. Donc c'est ce que vous voyez là, hein. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quand même une petite révolution, hein, dans le monde du bâtiment. C'est-à-dire que le fait d'être arrivé à la RE 2020 dans laquelle on a un système qui nous permet de donner des points plus ou moins élevés à des bâtiments qui sont plus ou moins émetteurs, c'est une vraie révolution et ça a fait peur à pas mal à pas mal de constructeurs. Euh, dans le label E+C-, on a émis des niveaux de carbone qui seraient révisés en fonction du type de bâtiment enfin de la qualité du bâtiment. Et puis dans la RE 2020, on a repris un petit peu ces seuils, mais on les a plutôt appliqués. On va les appliquer d'année en année pour essayer de les faire baisser et de devenir de plus en plus contraignants en termes de neutralité carbone pour les bâtiments. Euh, donc pourquoi on fait cette analyse dynamique? Je pense que vous l'avez compris, il va falloir tenir compte de la temporalité des émissions et des captations de carbone pour tenir compte notamment d'un retard d'émissions ou d'un stockage pendant un certain temps de carbone qui séquestre, encore une fois, un gaz à effet de serre. Pour pouvoir aborder ces sujets-là, il faut forcément aller voir ce qui se passe en climatologie, en fait, et comprendre ce que devient 1 kilo ou 1 tonne d'émissions de gaz à effet de serre à un moment donné dans l'atmosphère en fonction du temps. Et là, vous avez ce qui se passe pour le CO2, c'est-à-dire si j'émets 1 tonne de CO2 aujourd'hui, en fait, ce CO2 dans l'atmosphère va interagir avec les puits de carbone
que sont les forêts, les sols, et puis les océans au niveau du globe. Et en fait, il faut savoir que par ces interactions perpétuelles, il va y avoir une forme de disparition de ce carbone de l'atmosphère. Mais cette disparition, pour le cas du CO2, est extrêmement lente. Vous voyez que de ma tonne, il restera 400 kilos dans 100 ans et probablement autour de 200 kilos dans 1000 ans. Donc, quand on fait de l'analyse dynamique, on va regarder quand est-ce qu'on émet nos gaz à effet de serre, mais on va regarder aussi ce qui s'est passé pour les gaz à effet de serre qui ont été émis les années d'avant et comment ils ont évolué dans l'atmosphère. Donc c'est le genre de courbe que vous avez là, où vous voyez qu'on a émis énormément pour notre matériau conventionnel à l'instant, à la première année. Et puis on va avoir une forme de disparition, ce qui fait que finalement, si on émettait autant aujourd'hui et dans 70 ans, si on fait une analyse statique, on fait 1 + 1 = 2. Si on fait une analyse dynamique, ça fait 1 qui a réduit un peu, plus 1, donc ça sera inférieur à 2. Donc vous voyez il y a un effet aussi du temps sur le stock de gaz à effet de serre qu'on va avoir dans l'atmosphère. Si on regarde ce qui se passe pour un matériau biosourcé, on commence par stocker et après on réémet. Donc c'est ce genre de choses que vous voyez. Ça, c'est une étude qu'on avait faite avec un de mes doctorants, enfin un étudiant qui est devenu doctorant avec moi depuis, qui était en PFE et où on avait comparé en fait 1 m² de paroi en matériaux conventionnels et 1 m² de paroi en matériaux très biosourcés. Donc vous avez le matériau conventionnel en noir et puis le biosourcé en gris. Et vous voyez qu'il y a des petits pics à certains endroits sur les courbes, qui sont des courbes d'impact instantané de réchauffement global, hein. Donc vous voyez, c'est des watts par mètre carré. Donc c'est finalement une puissance de chauffe par mètre carré de surface du globe. C'est pour ça qu'on a des valeurs très très faibles, hein, en 10 puissance -13. Et vous voyez que à chaque fois qu'on va avoir une intervention sur notre mur, on va avoir un petit pic qui va apparaître, mais vous voyez surtout que pour le matériau conventionnel, on est toujours au-dessus de zéro. Et pour le matériau biosourcé, on est d'abord en dessous de zéro. Ici, on va changer la paille, qui était notre isolant. Donc on va avoir la paille qu'on va mettre ensuite à la place de celle qu'on enlève, qui va stocker du carbone, et puis celle qu'on enlève, qui va déstocker du carbone, puisque là, dans ce cas-là, on la brûle. Là, vous avez des courbes différentes, mais c'est parce qu'on a différents scénarios de fin de vie. Et en fait, quand on va calculer du kilogramme CO2 équivalent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'air sous cette courbe-là, donc du pouvoir de réchauffement global instantané, à 100 ans. C'est-à-dire qu'on va calculer un pouvoir de réchauffement global cumulé à 100 ans. Donc finalement, c'est l'air sous la courbe ici. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est l'impact cumulé. Donc là, vous le voyez à tous les horizons de temps possibles. Et vous voyez que pour un matériau conventionnel, on va ne faire que croître. Pour un matériau biosourcé, on a une période pendant laquelle on est plutôt sur de l'atténuation du réchauffement climatique, sachant que comme il y a de toute façon des interventions anthropiques, on va forcément avoir un impact sur l'environnement à plus ou moins long terme, hein, en termes de changement climatique. Je suis un peu long. Euh, pour expliquer la RE 2020, donc là, en fait, quand on a un retard d'émission, on voit que, je viens de vous le dire, hein, on regardait pour le kilogramme CO2 équivalent, on regardait l'air sous la courbe à 100 ans. Donc forcément, si on retarde d'un certain temps l'émission, en fait, vous allez prendre l'air sous la courbe à 100 ans, mais elle sera beaucoup plus petite que l'air sous la courbe à 100 ans de la courbe bleue qui est là. Et finalement, c'est un peu le parti pris de la RE 2020, c'est d'amener des coefficients qui font finalement le ratio des aires sous les courbes là, et qui donnent des coefficients qui pondèrent en fait avec un coefficient inférieur à 1 en fonction du moment auquel on va émettre. Ce qui fait que pour un matériau conventionnel, finalement, qui est le verre. Ici, on aura à peu près la même valeur puisque les matériaux conventionnels émettent énormément en début de vie et relativement peu en fin de vie. Pour les matériaux biosourcés, là, c'est complètement différencié. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact qui est moins grand que pour le conventionnel en calcul statique, mais qui sera même négatif en calcul dynamique. Je vais passer ça.
Ce qu'on a fait nous, et c'est ma dernière slide avant la conclusion, avant la conclusion intermédiaire, c'est regarder avec Vladimir, donc mon doctorant, est-ce que la RE 2020 finalement se trompait de beaucoup ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que là, on a comparé différents matériaux d'isolation. Et en fait, si on regarde avec le critère RE 2020, on voit que tous les matériaux biosourcés sont avec des valeurs négatives en prenant la totalité du cycle de vie, hein. Et en fait, c'est assez raccord avec des indicateurs dynamiques, donc dynamiques à moyen terme, qui seraient l'air sous la courbe à 100 ans. Et puis des indicateurs à long terme. Donc là, on peut aussi calculer les différences de température induites par la fabrication de nos matériaux. Et on voit que si on regarde la différence de température à long terme, quand on utilise des matériaux biosourcés et des solutions très, très low-tech, en fait, on a des valeurs négatives aussi sur la différence de température à long terme, ce qui est intéressant puisque ça veut dire qu'on contribue à long terme à la diminution du réchauffement climatique, à l'atténuation du réchauffement climatique. Les conclusions, je vous les laisse lire. Simplement dire que sur la RE 2020, finalement, elle est plutôt assez raccord avec la physique réelle. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a encore plein de questions, et notamment des questions politiques qui sont sur quel horizon de temps il faut regarder, hein. Est-ce qu'on regarde à 20 ans, à 100 ans ou à 1000 ans? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis sur les matériaux biosourcés, juste vous dire que c'est pas parce ils vont être des atténuateurs du réchauffement climatique qu'ils n'ont pas d'autres impacts. Et il ne faut pas se contenter de regarder le changement climatique, il faut aussi regarder, avoir des garde-fous, notamment sur l'énergie grise ou sur les pollutions de l'air et de l'eau ou sur l'eutrophisation des sols. Et surtout, bah, essayer de limiter l'usage des matériaux, quels qu'ils soient, et puis de travailler sur l'économie circulaire au maximum. Et c'est ça qui fera qu'on aura une société qui pourra être une société bas carbone, en tout cas sur ce qui concerne le secteur de la construction et du bâtiment. Et je laisse la parole à l'autre Thibaut, mon collègue Thibaut Collinard. Ouais, merci. Alors, je vais continuer, puis je vais peut-être essayer de faire vite compte tenu du temps. Alors, on va parler plutôt des analyses un peu thermiques. Donc, les réglementations environnementales du secteur du bâtiment imposent aussi des contraintes d'un point de vue thermique, notamment au travers d'indicateurs qu'on appelle type BBO, qui tient compte de l'enveloppe du bâtiment, et puis d'indicateurs relatifs à la consommation énergétique du bâtiment. Et on imagine bien que l'isolation de notre bâtiment va avoir un impact sur ces indicateurs-là. Et on espère atteindre ces indicateurs quand on va mettre une résistance thermique dans les parois de nos bâtiments qui va être suffisante. Ça, c'est le premier enjeu pour les bâtiments neufs, mais il y a un second enjeu qui est pour toute la classe de bâtiments existants, puisqu'on a un parc immobilier qui est très divers et varié, que ce soit du bâtiment résidentiel ou du bâtiment tertiaire. Et finalement, on a un volume de logements qui est très performant, qui est très restreint, et puis on a quand même tout un parc un panel de logements dans le parc immobilier qui est médiocre à mauvais en termes de performance énergétique et qu'il va falloir évidemment réhabiliter. Et pour les réhabiliter, il y a des exigences aussi qui sont proposées dans la réglementation et aussi au sein des aides financières que l'on peut attribuer pour ces actes de rénovation. Donc on voit bien que la résistance thermique des enveloppes et en particulier des matériaux d'isolation qui la constituent sont un enjeu un peu crucial. Et donc il y a un vrai enjeu à être capable de mesurer la conductivité thermique de ces matériaux-là. D'accord? Et en particulier, ben, on s'est intéressé au laboratoire sur les mesures de conductivité thermique des matériaux à base de terre et de chanvre, alors qui sont des matériaux qui sont assez hétérogènes, très composites et qui ont le mauvais goût de ne pas être isotropes, puisqu'on va avoir des particules de forme un peu oblongue et qui vont avoir tendance à s'orienter lors de la mise en œuvre. Et donc, ce qu'on a pu faire dans un premier temps, c'est essayer d'avoir des ordres de grandeur de cette conductivité thermique par des méthodes éprouvées de mesure de conductivité thermique en régime permanent. Ici, c'est une méthode dite de plaque chaude gardée.
Et on a observé qu'il y a un effet de la densité sur la conductivité thermique qui est assez connu, à savoir que la conductivité thermique augmente avec la densité, avec un ordre de grandeur de 15 milliwatts par mètre Kelvin tous les 100 km cubes. Bien qu'on a aussi un effet d'orientation de nos particules, puisque ici elles sont orientées dans le plan de compaction, et donc selon qu'on regarde la conductivité thermique dans le plan de compaction ou dans le plan transverse à la compaction, eh ben, on va avoir un impact qui est assez significatif sur la conductivité thermique. Ça, c'est des mesures qui sont faites par des techniques conventionnelles de mesure stationnaires, mais les mesures stationnaires ont le mauvais goût d'être un peu longues. Alors, on peut retrouver un intérêt à essayer d'utiliser des méthodes transitoires, notamment la méthode dite du hot disk. Donc, ces méthodes, elles sont assez intéressantes puisqu'elles permettent d'aller assez vite en termes de mesure. On est à 5 minutes sur un temps de mesure contre 2 à 3 heures sur une méthode statique. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que derrière ces méthodes, il se cache en fait un modèle thermique qui suppose un comportement isotrope du matériau. Et comme on l'applique sur un matériau qui est anisotrope, ben, on va forcément avoir un résultat, mais qui ne sera pas celui qu'on pourra escompter. Donc on va avoir une surestimation de la conductivité thermique. Et il y a des modules aussi anisotropes qui sont proposés, mais en fait, ce sont des modules qui s'appliquent uniquement pour des matériaux isotropes transverses. Et comme là, nos matériaux sont quasi isotropes transverses, mais pas complètement, eh ben, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a un point de vigilance à avoir sur l'utilisation de ces méthodes qui sont plutôt séduisantes par leur rapidité, mais qui sont finalement peu précises. Ces matériaux, en plus d'être hétérogènes et composites, ils ont la particularité d'être hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de capter une partie de l'humidité qui est contenue dans l'air, et donc cette humidité va se stocker dans les matériaux. Donc ça rajoute un tout petit peu de masse thermique au sein du matériau, mais ça va surtout rajouter beaucoup de complexité quand on va s'intéresser à la mesure de conductivité thermique de ces matériaux qui sont humides. Et la conductivité du matériau humide, c'est celle qui nous intéresse parce que c'est celle qui est représentative de la vie en œuvre du matériau. Et donc on a appliqué les méthodes de régime permanent, puisque ce sont celles qui fonctionnent bien. Et en fait, quand on va avoir une méthode de régime permanent, on va imposer un gradient de température aux bandes de notre échantillon pour imposer et fixer un flux thermique. Et ce flux thermique, par la loi de Fourier, permettra d'avoir la conductivité thermique. Mais le gradient de température qu'on vient imposer aux bornes de notre échantillon va avoir un impact sur l'humidité. Et en fait, on va avoir une redistribution de l'humidité qui va se faire au sein de l'échantillon, qui va partir des zones les plus chaudes pour aller vers les zones les plus froides. Et en fait, ce transfert d'humidité au cours de l'essai va s'accompagner par un transfert de chaleur dit latent. Et en fait, ce transfert de chaleur dit latent et cette redistribution de l'humidité, en fait, c'est très très long. Par exemple, sur des échantillons qui sont conditionnés à 80% d'humidité, ce qui peut être rencontré dans la vie, eh ben, on va avoir un temps de mise en équilibre des flux qui va être supérieur à 5 jours. Donc ça veut dire qu'on va avoir des temps de mesure qui commencent à être sacrément longs. Et donc il y a un vrai challenge à trouver des méthodes qui soient efficientes pour évaluer cette conductivité thermique en fonction de la teneur en eau, mais sur des temps qui sont évidemment plus courts. C'est ce qui se passe à l'échelle du matériau, mais ces matériaux, en fait, ils sont mis à l'échelle, ils sont mis dans des parois. Et on s'est intéressé maintenant au niveau des parois à évaluer la performance maintenant de ces parois. Donc ici, on a évalué les conductances thermiques de murs multicouches. Une paroi, c'est un assemblage d'une partie isolante et puis de matériaux de finition qui ont une fonctionnalité technique également. Et pour évaluer cette conductance de paroi, on va retrouver des méthodes assez classiques qui sont basées sur un standard international où on va mesurer les flux thermiques et mesurer les températures et puis essayer de retrouver la conductance de notre paroi. C'est une méthode qui marche bien quand on est en l'absence de transfert d'humidité, mais en fait, ici, on a des parois qui peuvent être assez ouvertes et c'est rechercher un peu la perspirance de ces parois qui peut nous intéresser. Et en fait, quand on a des transferts d'humidité qui sont présents, eh ben, on va avoir une vraie difficulté à évaluer cette conductance thermique puisqu'il y a un vrai effet
d'une part des contributions latentes au transfert de chaleur, et puis d'autre part, on va avoir un côté intrusif du flux-mètre tel qu'on va le mettre sur notre paroi, qui va avoir tendance à bloquer les flux de vapeur, ou en tout cas perturber. Et donc finalement, cette perturbation ou ces effets latents, bah, ils vont être plus ou moins importants selon que le gradient de pression de vapeur, il va être important de part et d'autre notre paroi. Et donc ça, c'est un vrai enjeu en termes de mesure. Enfin, pour finir, ces technologies, on les a testées en conditions contrôlées de laboratoire, mais on les a testées également en conditions in situ. Donc là, sur un bâtiment démonstrateur en terre qui est localisé chez les collègues à Champs-sur-Marne. Et en appliquant ce type de méthodologie, ici sur de la brique de terre crue, eh ben, on est capable aussi de remonter un peu à, à ces performances in situ de nos enveloppes de bâtiments. Voilà, donc pour arriver simplement à une conclusion peut-être un peu commune hein, sur nos matériaux bio et géosourcés, donc on travaille sur des matériaux qui ont un faible impact carbone du fait d'une transformation limitée, et puis on va essayer de tirer le meilleur profit du carbone biogénique contenu dans les plantes, avec bah, toutes les précautions et les limites qu'on peut avoir dans les calculs carbone qui ont été présentés par Thibaut auparavant. Et puis en fait, quand on va essayer de mettre en œuvre ces matériaux-là et qu'on va les intégrer sur une question de thermique, eh ben, on va faire face à des difficultés puisqu'on a des matériaux qui sont très hétérogènes, hygroscopiques et fortement composites. Donc on vient toucher les limites de nos moyens traditionnels de caractérisation. Et puis ensuite, il faut évaluer leur performance une fois mis en œuvre, évidemment, et ça ouvre d'autres difficultés. Voilà, donc on conclut sur ces éléments-là. Merci beaucoup pour votre attention et puis on remercie évidemment toutes les personnes qui ont travaillé avec nous et tous les financeurs qui nous ont supportés euh, pour mener à bien tous ces travaux. Merci pour ces solutions apportées pour répondre aux enjeux environnementaux. On a le temps de prendre une ou deux questions. Donc, il y avait une question de Romain Morizot. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Bon, je lis la question. Est-ce que les cycles prennent en compte, c'était pour le premier orateur, est-ce que les cycles prennent en compte les méthodes de sylviculture? Quelles méthodes de sylviculture avez-vous pris en compte pour vos cycles? Alors ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que nous, en fait, on essaye de regarder ce qui se passe plus à l'échelle d'un paysage, donc paysage forestier français ou paysage forestier européen. Et en fait, si on fait le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 40 dernières années, on a plutôt une forêt qui est en croissance qu'une forêt qui serait en train de reculer. Bon, voilà, il y a des nouveaux chiffres avec des problématiques de maladie et de changement climatique, justement, donc à voir si ça reste vrai. Mais donc, on est parti du principe que la forêt reconstituait chaque année, à minima, le bois qui était prélevé dans cette forêt. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas allé dans le détail de la sylviculture, en tout cas dans la thèse actuelle. Ça faisait partie des objectifs qu'on s'était fixés, mais c'est assez complexe. Après, on discute avec la filière bois, hein, donc avec Fibois, avec le FCBA pour essayer d'avancer sur ces pratiques-là. Ouais. Hmm. Par rapport à l'industrie du papier, donc vous seriez euh, en deçà du point de vue consommation. Alors en fait, ah oui, au point de vue consommation actuelle, on a les chiffres, hein, on a à peu près la moitié de la forêt, enfin du bois forestier qui est utilisé pour le bâtiment, enfin pour la construction. Et puis après, ça doit être pour le bois industriel, donc papier, ameublement, on doit être à peu près à 40%. Ce qui est sûr, c'est que... Et puis après, il y a le bois énergie, qui est relativement peu de volume actuellement, mais qui doit rester peu de volume, hein, parce que ça... Enfin, j'espère que vous l'avez compris, ça a beaucoup plus de sens de mettre du bois dans un meuble ou dans un arbre, ou dans un bâtiment, ou de le laisser dans l'arbre, hein, d'ailleurs, que de le mettre dans du papier ou dans du bois énergie qui va être brûlé au bout de 2 ans et qui va pas du tout stocker le carbone. Donc effectivement, il y a des vraies questions
à se poser sur le maintien des équilibres, équilibre de l'usage des surfaces, équilibre du bois sur pied dans la forêt européenne notamment. Bah écoutez, je vous remercie, je remercie tous les orateurs. Vous pourrez réécouter ce webinaire sur le site de la Fédération française des matériaux et sur le site de la FAS. Merci. 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 Merci à tous. Merci à tous pour votre attention. À bientôt. À bientôt. À bientôt au congrès, j'espère bien. 16 novembre. Merci Au à plus tard. tous et tous. Au Au revoir. revoir.